Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous dans l'actualité de ce mardi. Scandale sexuel à Cotonou, un commissaire adjoint est mis en cause dans une affaire de viol présumé sur une jeune fille. Des faits graves qui suscitent l'indignation de l'Institut national de la femme, lequel suit de près la procédure judiciaire. Jean-Théophile Oti. Un commissaire adjoint au poste au commissariat de Toklegbe à Cotonou est au cœur d'un scandale de viol présumé sur une jeune fille. Les faits se seraient produits dans un hôtel de la ville où la victime aurait été droguée avant d'être agressée sexuellement. L'affaire a provoqué une vive réaction de l'Institut national de la femme INF qui suit attentivement l'évolution de la procédure judiciaire. Selon un signalement reçu, le mis en cause aurait tenté de corrompre un tiers avec la somme de 300 000 francs CFA afin d'échapper aux poursuites. Informé, les autorités ont procédé à son interpellation. Il est actuellement en détention et devrait comparaître devant le procureur spécial près la Criette. Dans un communiqué, l'INF a fermement condamné ces actes, qualifiés d'ignobles et réitéré sa détermination à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes en exigeant que justice soit rendue. Une nouvelle page s'est ouverte pour les médias du Zou samedi 3 mai 2025. Réunis autour de la première édition de la journée des médias du Zou, les professionnels ont marqué l'événement par le lancement du livre Secret en prison de Aziz Imorou et ont amorcé une dynamique de structuration à l'échelle départementale. Samedi 3 mai 2025, journée mondiale de la liberté de la presse. Dans le département du Zou, les professionnels des médias ont franchi un cap important grâce à l'initiative de la journée des médias du Zou, portée par Kamor Adion, promoteur directeur général de Icon TV et Icon Events. Cette première édition s'est ouverte par le lancement officiel du livre Secret en prison, un ouvrage poignant de Aziz Imorou. L'auteur y retrace les réalités douloureuses de la détention dans les maisons carcérales du Bénin. À travers l'ouvrage, l'auteur fait le procès de notre appareil judiciaire, il fait le procès de nos conditions de détention, il fait le procès du système de soins dans nos hôpitaux, il fait le procès de nos sociétés, parfois de notre indifférence, il fait le procès de la situation des droits et de l'homme et singulièrement de la liberté d'expression dans notre pays. Je veux dire à tous nos compatriotes que cet ouvrage mérite d'être lu. Je les exhorte à aller le chercher parce que ça parle à chacun dans les positions où nous sommes. Ça parle aux hommes de presse parce que ça nous oblige à prendre des dispositions pour détenir les preuves des allégations que nous portons. Mais ça parle également aux citoyens lambda et leur donne une idée de ce que c'est que les maisons d'arrêt dans nos pays. L'exercice du droit commence à se faire, de sorte que lorsque vous êtes confronté à une situation, vous pouvez savoir quelles sont les conduites à tenir pour ne pas vous voir brimer dans vos droits. Mais plus que ça, c'est un ouvrage qui nous appelle à la dignité en toutes circonstances. Parce que là où vous avez raison, mais on vous dit, bon, fermez les yeux, demandez pardon pour sortir de cause parce qu'il y a votre femme et vos enfants. L'auteur nous apprend qu'il faut rester digne et aller jusqu'au bout quand on a foi en soi-même. Et je crois que cet ouvrage mérite d'être lu parce que c'est une sorte de guide de vie au-delà du récit que ça porte. Dans un récit sincère et engagé, Aziz Imorou partage les moments sombres de sa propre expérience en prison avec pour ambition de sensibiliser l'opinion publique aux conditions de vie derrière les barreaux. J'ai été déféré à la prison civile de Cotonou où j'ai fait 1 mois comme ça. Et à la prison civile de Cotonou, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Et ces choses sont choquantes et je ne peux pas les occulter. C'est ce qui m'a inspiré et c'est ce qui a suscité l'engouement littéraire en moi et j'ai pu écrire ce livre intitulé Secret en prison. Le meilleur journaliste, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé sous le coup de la loi. Mais c'est aussi celui-là qui, ayant été en conflit avec la loi, a essayé de prouver son innocence. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et le juge, il a été obligé de me relasser. Les perspectives, elles sont nombreuses puisque j'entends
publier aussi un autre livre l'année prochaine, au plus grand tard. Au-delà du livre, cette rencontre a été un moment de réflexion entre les acteurs des médias du Zou autour de la mise en place d'un cadre structuré de collaboration professionnelle. Nous avons un projet de mettre sur pied un creuset devant réunir tous les hommes des médias du département du Zou, sans aucune exception. Que l'on soit de la presse traditionnelle, que l'on soit de la presse moderne, c'est-à-dire la presse en ligne, que l'on soit de la presse écrite. Alors, un creuset pour regrouper tout ce monde-là pour parler d'une seule voix. Un comité ad hoc de 7 membres a été mis en place pour piloter les travaux préparatoires à l'organisation d'une assemblée générale constitutive dans les tout prochains jours. Et parlant toujours de cette journée, les acteurs des médias du Zou étaient sous les feux des projecteurs. Journalistes, doyens et promoteurs d'organes de presse qui ont marqué l'histoire sont honorés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Retour sur une soirée arrosée de 1000 couleurs avec Jean Tofluoti. Ils ont répondu massivement présents à l'appel. Ce samedi 3 mai 2025, les résidences Miracle Hôtel de Boycon ont servi de cadre à la grande soirée de gala organisée par le journaliste et promoteur Camora Dion dans le cadre de la première édition de la Journée des médias du Zou. Un rendez-vous qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Parfois, l'homme se transforme en mère et le père se transforme en la maman. Et la maman se transforme en le papa et vice-versa. Dans une ambiance chaleureuse, rythmée par les prestations vibrantes de l'orchestre Quartier Mélo, les professionnels des médias se sont retrouvés pour une célébration inédite. Les hommes et femmes des médias portent les messages qui façonnent la société. Il est temps qu'ils commencent aussi à se célébrer, a déclaré Camora Dion. C'est avec une immense joie et un profond honneur que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer cette première édition de la Journée des médias du Zou. Placée sous le thème aussi pertinent qu'urgent, liberté de presse et accès à l'information, quel défi dans les collectivités locales. Nous rendons hommage à ces hommes et femmes qui chaque jour s'engagent pour informer, sensibiliser et éduquer. Aujourd'hui, nous posons donc une question essentielle. Dans un contexte de décentralisation, comment garantir aux citoyens un accès réel, équitable et transparent à l'information locale? Les médias sont bien plus que des relais d'information. Ce sont des acteurs du développement local, des vecteurs de transparence, des ponts entre les gouvernants et les gouvernés. Nous profitons également de cette occasion pour rendre hommage aux pionniers des médias locaux, ces promoteurs courageux qui ont bâti, souvent à bout de bras, un paysage médiatique de proximité. Nous saluons aussi la contribution précieuse de nos aînés de la presse, toujours actifs, toujours engagés et souvent méconnus. Cette soirée, empreinte de solennité, a été l'occasion de se rassembler, de valoriser et de reconnaître les efforts consentis depuis des décennies dans ce secteur souvent oublié. Temps fort de la soirée, la remise de distinctions honorifiques à plusieurs figures des médias du département, journalistes, promoteurs, doyens de la presse ont été récompensés pour leur vision, leur audace et leur impact durable dans le paysage médiatique local. Une première dans le Zou confieront plusieurs participants. Je suis très content, je fais partie des lauréats. Je dois remercier Camora Dion qui a eu la belle initiative. Je vais demander à l'Éternel des armées de lui donner encore une longue vie pour que l'édition soit rééditée afin que ceux qui n'ont pas encore reçu ces prix soient honorés. Bravo à Icon TV, bravo à Camora Dion, bravo à toute l'équipe d'Icon TV et que les bénédictions soient. J'ai été distingué parmi tant d'autres anciens, ce qu'on peut appeler les doyens de la presse dans le Zou. Donc je souhaite que cette initiative soit pérennisée
et que les éditions à venir soient des éditions plus grandioses que ce que nous avons vécu ce soir même. Donc merci donc aux promoteurs, merci à Dion et merci à tous les professionnels des médias qui ont assisté à cette première édition de la journée des médias du jour. Je crois que nous devons exprimer notre reconnaissance à l'endroit de l'organisateur qui a eu l'idée, qui nous a présenté et qui s'est battu pour que cela soit réalité. C'est vrai, c'est une première édition qui a beaucoup plus été l'œuvre d'une seule personne selon moi. Et je voudrais que nous nous approprions cette fête et que nous nous disons c'est notre chose afin que chacun puisse apporter sa contribution à l'organisation. Cette reconnaissance sonne un peu plus comme une invite à mieux faire si je le faisais déjà bien. Icon Evans a conquis les cœurs pendant que Icon TV poursuit son aventure en marquant de son empreinte chaque étape de l'histoire médiatique locale. Sous pression, le régime militaire nigérien met subitement fin à sa coopération en matière de renseignement avec Moscou et Ankara. Une rupture qui expose l'ampleur de la crise sécuritaire et les divisions internes. Sur le terrain, les militaires commencent à contester de plus en plus l'autorité de Niamey. En pleine tourmente sécuritaire, les autorités militaires de Niamey ont discrètement mis fin aux accords de coopération en matière de renseignement avec la Russie et la Turquie. Selon des sources sécuritaires, la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure a dénoncé la faiblesse opérationnelle des équipements et des techniques fournis par les partenaires russes et turcs, notamment dans le domaine de l'interception téléphonique. En remplacement, Niamey avait engagé une société marocaine spécialisée dans le renseignement numérique soutenue par l'ACEP. Mais l'accord avait été rompu dans l'urgence après la révélation d'un lien indiscret avec un prestataire privé français. La junte, très sensible à toute influence occidentale depuis la rupture avec Paris, a immédiatement ordonné le démantèlement du dispositif. La rupture dans le domaine des renseignements avec la Russie, initialement présentée comme un pivot stratégique post-français, symbolise aujourd'hui une stratégie de sécurité en grande difficulté. Le président gabonais investi le 3 mai a annoncé ce lundi la composition de son gouvernement qui inclut plusieurs personnalités venues du secteur économique et de la société civile. Cette nouvelle équipe reflète la volonté des autorités de renforcer l'action publique à la suite de la transition entamée en 2023. À peine 2 jours après son investiture, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé par décret lundi 5 mai 2025 les membres de son premier gouvernement civil et son vice-président après la dissolution vendredi du comité pour la transition et la restauration des institutions, l'organe militaire qui a mené les 19 mois de transition. Ce nouveau gouvernement, réduit à 30 membres contre 35 lors de la période de la transition, se distingue par la création de nouveaux ministères et le regroupement de certains portefeuilles. Il traduit la volonté du chef de l'État de rationaliser l'action publique et d'insuffler une nouvelle dynamique à la gestion de l'État. Plusieurs ministres de ce gouvernement sont des militaires comme Ulrich Mafumbi, ancien porte-parole du CTRI qui prend le portefeuille des transports. 10 femmes font partie de ce premier gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema dont les populations attendent énormément. Cesse pouvoir et influence aux États-Unis, le procès de P. Diddy s'est ouvert ce lundi à New York. L'artiste est poursuivi pour des faits présumés de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Un dossier lourd qui relance le débat sur les abus dans l'industrie musicale.
L'artiste P. Diddy comparaît depuis ce lundi devant un tribunal fédéral à New York. Le producteur et maillard du hip-hop est poursuivi pour son implication présumée dans un vaste réseau de trafic sexuel actif sur près de 20 ans. 5 chefs d'accusation pèsent sur l'artiste, dont trafic sexuel et association de malfaiteurs, des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Selon l'acte d'accusation, plusieurs femmes auraient été attirées par des promesses de carrière avant d'être contraintes à participer à des actes sexuels sur la menace, la drogue ou le chantage. Certaines scènes auraient été enregistrées à leur insu. Parmi les plaignantes figure l'ex-compagne de l'accusé Cassandra Bentoura alias Cassie, dont une vidéo datant de 2016 le montrant en train de la frapper a été versée au dossier. À la barre, P. Diddy rejette l'ensemble des accusations évoquant des relations consenties. Ce procès, qui devrait durer plusieurs semaines, ravive les interrogations sur les pratiques démesurées et les silences complices dans l'industrie musicale américaine. Place à présent au sport, les pendules sont lancées, le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1, sera décerné lundi prochain. Et qui sont les 3 finalistes pour cette récompense? Gaius Abouakounou pour les précisions. Les taux se resserrent pour la course au prix Marc-Vivien Foé cette année. Ils ne sont plus que 3 candidats à prétendre encore à cette distinction. Récompensant le meilleur footballeur africain de la Ligue 1, le trophée ira soit au Sénégal, à la Côte d'Ivoire ou au Maroc. Seules ces 3 nations sont encore en lice à travers les joueurs toujours concernés par cette récompense. Sociétaire du RC Strasbourg, le Sénégalais Habib Diarra postule pour devenir le vainqueur de l'édition 2025. Ce sera une première pour le Sénégal dans le palmarès du prix Marc-Vivien Foé. Le milieu de terrain joue un rôle important au sein de son équipe, en est pour preuve ses 26 titularisations en 28 matchs de Ligue 1. Mais il aura fort à faire car les challengers en face sont coriaces. L'autre finaliste de la liste est Achraf Hakimi. Le défenseur marocain est le 2e capitaine du Paris Saint-Germain et joue à un très bon niveau cette saison. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, Hakimi est l'un des meilleurs défenseurs de son équipe. Pas si surprenant de le voir parmi les nominés pour le prix du joueur de la saison en Ligue 1. Avec ses 23 titularisations en 24 matchs de championnat, il a réussi à inscrire 4 buts et 8 passes décisives. Le 3e candidat encore en lice est Evan Guesson. L'attaquant ivoirien ne serait pas le premier de sa nationalité à décrocher le Graal. Par rapport à son poste, il s'est plutôt pas mal débrouillé avec 11 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 française. Le joueur de l'OGC Nice a disputé plus de matchs que ses challengers avec 28 titularisations en 31 apparitions dans le championnat. Le prix sera officiellement remis le 12 mai 2025 lors d'une cérémonie organisée par RFI et France 24. Et voilà, on se quitte sur cette note sportive. Merci beaucoup d'avoir suivi ce point de l'actualité. Merci également à l'ensemble des équipes de réalisation de Icon TV. D'ici là, portez-vous bien.